Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles. Pour votre bière hockey, n'oubliez pas de penser à la bière La Montminou à la Coupe. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Comme vous le savez, on est disponible entre autres sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube ainsi que sur Spotify. Le show d'aujourd'hui sera disponible cette fin de semaine sur Spotify pour ceux qui ne veulent pas avoir l'option vidéo. Je vous invite aussi à aller regarder à tous les mardis midi la notif des sportifs animé par Loric Salvaille avec son équipe de collaborateurs. Ils font une revue de l'actualité au niveau de la LNH, le Canadien de Montréal. Et ça, c'est disponible en live à tous les mardis midi sur la page Facebook de À la Coupe. Alors, aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité qui est un jeune capitaine de son organisation. C'est intéressant de voir des fois le point de vue, qui est le point de vue du corps de leadership au sein d'une organisation. Et on a la chance de pouvoir parler avec un jeune capitaine. Mais avant toute chose, je vous présente notre collaborateur qui va être avec nous aujourd'hui, Guillaume Dalpé. Guillaume, comment ça va? Écoute, ça va bien, Yves. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Je vois que tu as changé ton élément de décor. Là. On n'a pas l'Armada en background. Écoute, on s'adapte aux différents invités qu'on a. Aujourd'hui, on a un grand joueur, un joueur des Tigres. Il fallait adapter le décor en conséquence. Oui, puis je pense que c'est quand même un bel hommage que tu vas y rendre avec un beau chandail en background. Écoute, comment ça se passe jusqu'à date du côté des Tigres de Victoriaville pour le début de la saison? Écoute, un début de saison assez au-dessus des attentes, j'ai l'impression, du côté des Tigres. Ils sont dans le haut du classement. Ils ont réussi dernièrement à battre, entre autres, les Remparts de Québec, qui est l'équipe à battre, si on veut, cette année. C'est vraiment un bon début de saison pour les Tigres en ce moment. Eh bien, sans plus attendre, on va introduire notre invité. On parle ici d'un joueur d'impact au sein de l'organisation des Tigres de Victoriaville et je parle bien entendu du capitaine Maxime Pellerin. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Un très grand merci d'avoir accepté l'invitation. By the way, c'est très apprécié. Alors, Maxime, écoute, toi, tu es originaire à la base de Victoriaville. Exactement. Donc, tu es originaire de Victoriaville, mais tu déménages et tu vas à Trois-Rivières pour aller faire ton midget 3A. Comment ça se passe pour toi, là, au niveau de ta carrière, de passer comme ça de Victoriaville à Trois-Rivières? Pour moi, c'est quand même bien passé. J'avais 15 ans. Je joue midget 3 à 15 ans. Fait que je suis arrivé aux Estacades. J'ai été super bien reçu. Une très bonne organisation, midget 3, que j'ai trouvé. Je ne suis pas arrivé en terrain inconnu non plus. Mon frère plus vieux avait joué à Trois-Rivières l'année avant moi. Fait que je connaissais un petit peu l'environnement. Puis j'ai resté à la pension qu'il restait. Donc, c'était un petit peu moins déstabilisant à ce temps-là que de partir à 15 ans, loin de pas si loin que ça de Victo, mais pas chez nous. Fait que, j'étais un petit peu moins déstabilisé à cause que je connaissais l'organisation. OK. Puis là, si j'ai bien compris, dans le fond, c'est les mêmes pensions que ton frère? Oui, exactement. Je suis tombé dans une famille de pension que mon frère avait habité l'année d'avant. Fait que je connaissais déjà un petit peu la famille, puis je les avais déjà côtoyés. Fait que ça c'est plaisant. Ça l'aide déjà à s'adapter plus rapidement à mon nouvel environnement. Assurément. Maxime, je pense que cette année-là, vous aviez toute une équipe avec les Estacades, entre autres avec Zach Bolduc, Miguel Tourini, les gars étaient en deuxième année. Il y avait Tristan Luneau qui jouait, je pense, 14 ans cette année, si je ne me trompe pas. Ouais. Parmi tous ces joueurs-là qui ont une chance de toucher éventuellement à la Ligue nationale, lequel t'a le plus impressionné d'aussi jeune âge? C'est sûr que Tristan Luneau était vraiment impressionnant. 14 ans, puis il faisait pas mal ce qu'il voulait sur la glace. Il est vraiment habile avec la rondelle, puis il est capable de battre des joueurs un contre un assez facilement. Fait que non, il était vraiment impressionnant. Je pense surtout que cette année-là, avant les fêtes avec Miguel Torino, on avait vraiment un bon club. Malheureusement, il est parti jouer à l'Armada après les fêtes, puis on avait vraiment un bon groupe de jeunes, par contre, avec Anthony Bédard, que vous avez peut-être connu, qui a joué à l'Armada aussi un petit peu. Exact. Puis Shawi. Zach Bolduc, bien évidemment, qui joue au rempart, puis choix de première ronde. Il y a aussi Jacob Guévin à la défense, qui lui est rendu universitaire américain au Nebraska. Puis il y avait moi, puis Tristan Luneau aussi. Fait que je pense qu'on avait quand même un bon groupe de jeunes aussi qui cadraient bien dans l'équipe cette année-là. Ouais.
je ne me trompe pas, Maverick Book, c'était 1 an avant vous autres, c'est ça? Exactement, oui. Okay. Mais quand même, c'est un méchant club que tu avais au niveau du midget 3A. Puis moi, j'ai lu là, sur le site de la LHJMQ comme quoi ton coach aimait ça t'utiliser à peu près à toutes les situations. Toi, est-ce que tu te définis comme étant un joueur qui est un joueur complet, un joueur qui a toute sauce? C'est sûr que quand je suis arrivé dans le junior, je jouais au centre pour mes 2 premières saisons. Puis, veux pas, jouer au centre, ça vient avec des responsabilités un petit peu plus grandes que jouer à l'aile. Fait que question de déclic offensif, ça a été quand même assez long. J'ai pas eu 2 premières saisons avec beaucoup de points. Fait que c'est sûr que je prenais mon rôle défensif vraiment à cœur. L'année passée, en me mettant à l'aile, je dirais que le côté défensif, pas il a pris le bord, mais comme je me suis un peu libéré du côté défensif, puis j'ai eu un déclic offensif, on va le dire comme ça. Okay. Puis je dirais que j'ai appris l'année passée avec. On a quand même vendu au fight que j'ai appris après ça à jouer plus en désavantage numérique, puis vraiment jouer comme tu dis, à toutes les sauces. Puis cette année, c'est un peu ça, comme ça que c'est parti. J'ai un petit peu moins de désavantage numérique, mais j'essaie vraiment de travailler sur mon aspect défensif parce que je sais que c'est ça qui va m'aider à graduer peut-être au prochain niveau. Puis si, mettons, on reste là, au niveau du midget 3A, à cette époque-là, tu te définissais comme étant un joueur qui était plus offensif? Ouais, exactement. Là, c'est sûr que ouais, exactement. Midget 3, j'ai eu quand même une bonne saison. Puis, tu sais, les trois qu'on joue sur la même ligne avec Bédard et Bolduc, on a une bonne saison. Fait que, non, c'est sûr que je pensais pas mal plus à l'offensive qu'à la défensive. Je pense que faire 1 point par match de moyenne à 15 ans dans le budget 3A, il faut le faire. Là. Je pense que tu as eu une excellente saison recrue. C'est ça qui t'a amené à être bien repêché aussi dans la Ligue junior majeure du Québec par la suite. Ouais, exact. Là, j'ai été repêché en première ronde par Victo. Fait que c'était vraiment tout qu'un addon. Tu sais, je revenais chez nous. Puis c'est sûr que ma saison de 3, en plus des séries, on a fait 2 rondes en série, mais je pense que j'ai encore eu 1 point par match en série. Je me souviens pas exactement, là. Mais c'est sûr que ça m'a aidé à être repêché tôt, là, junior majeur, parce que je pense pas que j'étais classé aussi haut au début de l'année ou même vers des listes de fin de saison. Puis moi, je suis... Ah, vas-y. Qu'est-ce que ça fait de se faire repêcher par ton équipe de ta ville natale, si on veut? Il doit y avoir un sentiment d'appartenance. Quand tu étais jeune, j'imagine que tu allais une fois de temps en temps au Tigre. Ouais, vraiment, là, j'ai des billets de saison au Tigre avec ma famille depuis je sais pas j'ai quel âge. Mais non, vraiment, c'était tout un sentiment. J'ai vu grandir les Tigres. Mon meilleur ami, il y avait Yannick Gourde en pension chez lui. J'ai vu Philippe Dano être repêché par les Tigres, puis grandir, être repêché dans le national. Fait que non, pour moi, c'était juste vraiment. C'est vraiment cliché, mais tu sais, à 15 ans, c'était un rêve. Je revenais à la maison. Puis présentement, je surfe sur ce rêve-là, ça fait 4 ans. Là, fait que, je pense qu'il y en a qui ont eu beaucoup moins de chance en étant repêchés par des équipes loin dans les maritimes ou des choses comme ça que tu dois partir à des dizaines d'heures de route de ta famille. Toi, tu étais vraiment. J'imagine que tu n'es pas en pension, tu es retourné chez tes parents? Oui, exactement. Là, présentement, je suis chez mes parents. Puis, ouais, c'est comme ma pension, mais c'est chez nous. Moi, je suis toujours curieux de savoir, tu sais, quand tu es repêché au niveau de la LHJMQ, la journée du repêchage, là, comment tu vis ça, toi? Pour moi, c'était assez spécial. J'étais monté un jour avant. C'était à Québec, en plus, c'est 1 heure de chez nous, c'est pas loin. Mais j'étais monté le jour avant, juste pour pas qu'il arrive de quoi sur la route. Mais j'étais vraiment stressé. Puis, anecdote cocasse, la première ronde est tout à télévisée. Mm-hmm. Puis, le jour de mon repêchage, j'étais allé porter mon habit chez le nettoyeur. Fait que là, ma mère ramasse l'habit chez le nettoyeur, on part tout. Puis, chez le nettoyeur, ma mère a envoyé d'autres pantalons parce que j'ai un père, des frères. Puis, j'arrive à Québec le lendemain matin. Là, j'avais pas regardé mon habit, j'avais juste vu le veston.
J'arrive, j'ouvre le veston, les pantalons qui sont dedans, c'était pas les pantalons de veston. Puis mon petit frère, mon grand frère, mais juste pour donner une idée, il fait 5 pieds 8 puis il pèse 160 livres. On est loin. Fait que je rentrais pas dans mes pantalons. Oh, finalement, mon oncle qui montait le jour même, il était capable de le monter. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'étais vraiment stressé. Puis ça a vraiment pas aidé. Je me rappelle, c'était stressant. T'as dû attraper ton verre en ouvrant ta housse, toi. Ouais, exact. Il était obligé de me changer les toilettes sans Vidéotron. Oh, pauvre petit OK. Puis au moment, là, parce que là, on s'entend, les Tigres, il y avait, c'est quoi, c'est 4 choix de première ronde cette année-là? Non, cette année-là, il y avait 2 choix de première ronde. Ah, OK. Ouais, cette année-là, il y avait 2 choix de première ronde. On a repêché Guillaume Richard, 7e au total, qui ne s'est pas présenté. Puis on a repêché Pierre-Olivier Roy l'année suivante avec notre choix. Puis on avait Victo avait le 17e choix. Puis ils ont échangé le 17e choix et le 25e pour le 12e, puis ils m'ont choisi. Parce que, Yves, pour te mettre en contexte, puis pour les auditeurs qui suivent un peu moins le junior, étant donné qu'il y a toujours la menace des collèges américains, quand une équipe repêche un joueur, exemple, au 5e au total en première ronde, en autant que c'est en première ronde, puis que le joueur ne se présente pas parce qu'il décide d'aller l'autre bord de la frontière, l'équipe reçoit un choix de première ronde pour l'année suivante. OK, c'est comme un choix compensatoire, dans le fond, si le gars choisit une autre ligue. Exactement. Ah, OK, ça, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que certaines années, tu as l'impression qu'il y a comme un choix qui s'est ajouté en première ronde ou des choses comme ça. Puis ça, c'est exactement le genre de situation. OK, hey, merci pour la petite correction. Mais ça veut dire par contre que l'organisation, elle te voulait vraiment, s'ils ont transigé pour augmenter leur rang, c'est parce qu'ils te voulaient toi. Ouais, vraiment. Je pense que DG Kevin Cloutier puis recruteur, ils ont vraiment cru en moi. Puis même si pour moi, ça ne s'est pas concrétisé immédiatement à la GMQ à ma première saison ou même à ma deuxième saison comme je l'aurais voulu. Ils n'ont pas, puis même mon coach Carl Mallette, ils n'ont jamais vraiment arrêté de croire en moi, je pense. Puis faut que je leur en sois reconnaissant pour ça. Moi, j'ai une question. Tu arrives avec les Tigres. Je ne sais pas s'il était capitaine à ce moment-là, mais Michael Abramov, qui est dans le club école de Toronto en ce moment, un Européen capitaine dans la LHJMQ, c'est quand même rare. Son leadership ressemblait à quoi dans la chambre? Qu'est-ce que tu as pu tirer de ce gars-là? Ben, Michael Abramov, la première des choses, c'est que c'est un gagnant. Fait que dans peu importe les sphères qu'on faisait, c'était un compétiteur énorme et qui voulait gagner. Il y avait des standards très élevés. Il y avait vraiment des standards élevés pour lui-même et ses coéquipiers. Fait que ça faisait de lui, parfois, qu'il n'était pas tant aimé, mais qu'au final, il n'était pas aimé pour les bonnes raisons. Je me rappelle, il s'entraînait tout le temps à la gym. C'est pas le gars le plus gros, là, mais il mettait vraiment les heures au travail. Là, puis c'était pas juste d'être le premier sur la patinoire, le dernier sur la patinoire. Il travaillait sur des choses que j'avais jamais vu travailler. Puis je te dirais que c'est vrai qu'un Européen capitaine, c'est rare, mais Abraham, c'était vraiment un gagnant. Puis peu importe parfois s'il était aimé ou pas aimé dans la chambre, il voulait gagner, puis il faisait sentir à tout le monde qu'il était important pour gagner. OK, c'est intéressant. Hein? Ouais, je pense que l'année suivante, c'était à ta deuxième année, l'année dans la bulle, si on veut, c'était le capitaine. C'est un peu avec lui que vous vous êtes rendu jusqu'à la Coupe. Exactement, c'était le capitaine qui en est rentré jusqu'à la Coupe. Puis au fait, on a transigé cette année-là aussi pour aller chercher. On a changé nos 3 joueurs de 20 ans, en fait, là, mais tu sais, Sean Element, Benjamin Tardy et Alexis Arsenault. Abraham était vraiment bien épaulé par ces 3 gars-là qui avaient du leadership incroyable. Puis, écoute, je pense que Sean Element, c'est un phénomène un peu. Puis je pense que c'est un gars de Victo ou de la région, si je ne me trompe pas. Exact. Là. Victo, c'est un ami de la famille aussi. Fait que, OK. Vraiment, c'est le fun. Puis, c'est ça, Abramov, il avait le don de faire sentir tout le monde dans l'équipe important pour gagner. OK, mais c'est particulier. Là. Dans le fond, tu me dis que vous aviez transigé les joueurs de 20 ans quand vous avez été loin? Ouais, l'année de la Coupe, on a changé, dans le fond, à Noël, on a échangé nos 3 joueurs de 20 ans. Puis, on est allé chercher Alex Bocage.
Donc, Alex Bocage, qui a été un gros morceau des séries. Moi, il y a un match en particulier que je veux, qui, moi, c'est un des plus beaux moments de hockey junior. Je ne sais pas si tu vois où je m'en vais, mais c'est un des plus beaux matchs de hockey junior que j'ai vu. Le 3e match, la finale de la Coupe. Il faut que je vous mette en contexte pour ceux qui suivent un peu moins. Val-d'Or avait un très gros club pacté à l'os avec Sam Poulain, Nathan Légaré, Jacob Pelletier. Vraiment, sur papier, c'était de très loin les favoris. Beaucoup d'équipes avaient décidé de ne pas s'améliorer cette année-là à cause de la COVID. Vous étiez quand même assez amélioré. Vous avez gagné le premier match. Val-d'Or a très gagné 4-1 le deuxième. Le 3e, il menait 3-0. Il reste 6 minutes 30 à jouer. C'est quoi le feeling sur le banc à ce moment-là? Je te dirais qu'on attendait juste qu'il se passe quelque chose. Pour nous autres, il fallait juste créer quelque chose. À la limite, se préparer pour l'autre match d'après, sans dire qu'on abandonne. Finalement, Nick Degg score. Il reste 6 minutes 30, je pense. Exact. Fait que là, OK. 2 buts au hockey, on le sait, c'est la pire avance. La malchance, ouais, j'avoue. Après ça, à 1 minute 5, Sean Element qui amène ça à un seul but sur un très beau jeu de Alex Bocage puis Michael Abramov, justement. Exact. Puis il restait à peu près 10 secondes. On était à 6 contre 5. Moins que ça, je pense. En tout cas, je vais tout le temps me rappeler, Alex Bocage passe devant notre banc, gagne la rouge, fait un dompe le puck, il restait 8 secondes. Et là, moi, je me rappelle avec le banc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Finalement, Abramov s'en va chercher à la rondelle, lance au filet, Bocage prend le retour. 3-3, puis finalement, en prolongation, là, on avait le momentum. Dans les bas, ça a pris 2 minutes, je crois. Ça n'a pas été long. Là. Puis, quelque chose comme ça. Connor Frenette, il a touché. Il a redirigé le rondelle, puis là, on avait vraiment pleine confiance. Écoute, ce moment-là a tourné probablement les vents, même si c'était 1-1. Je pense que ce match-là a été tournant. Il y avait eu la COVID, c'était le 2e match. Le premier match, il n'y avait pas eu de spectateurs. Le 2e, 3e, il y avait des spectateurs. Fait que c'était comme le retour des spectateurs dans l'aréna après la COVID. Puis on s'entend, là, tout se passait à Québec cette année-là pour les séries. Victo-Québec, comme tu l'as dit, c'est 1 heure de route. Val-d'Or-Québec, c'est beaucoup plus loin. Vous étiez à domicile toute la série, là, on s'entend. Là. Ouais, exact. On voyait pas mal plus de gilets des Tigres que des gilets des Foreurs. Puis pour nous, c'était vraiment, personne ne croyait vraiment à nos chances. On voyait vous pouvez retourner voir les prédictions des analystes sur RDS puis tout ça. C'était Val-d'Or en 4, Val-d'Or en 4. Ceux qui croyaient moindrement en nous autres, c'était Val-d'Or en 5. T'sais. Puis pour nous, c'était juste de créer un doute dans leur tête à la première game. Là. Fait que c'est ça qui est arrivé. T'sais, il n'avait pas perdu encore en série, je pense. Fait que, t'as raison. Fait que nous autres, c'était vraiment juste, on va créer un doute, après ça, on verra ce qui arrivera. Puis là, avec le match numéro 3 qui est arrivé ce qui est arrivé, là, je pense qu'on croyait. On ne pouvait pas plus croire en nos chances de gagner la Coupe. Yes. À ce moment-là, vous aviez Nicolas Urtubise comme goaler, qui avait 18 ans dans ce temps-là. C'était pas un vétéran. Là, dans le junior, 18 ans pour une équipe qui gagne la Coupe, c'est même jeune là, comme goaler. Là. En ce moment, il vient de gagner la Coupe Memorial avec les Sea Dogs. T'as-tu un peu de contact encore avec? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nick? J'ai eu des nouvelles un peu quand on a joué contre. Je sais que c'était blessé en début de saison, mais non, c'est pour revenir, tu sais, Urtu, il avait 18 ans, c'était sa première année dans la Ligue, même pas une vraie année, tu sais, une année COVID. Il est exceptionnel pour nous autres, puis il faut quand même saluer le travail de Fabio Jacobo, qui, quand Urtu, il avait besoin de repos, on voyait qu'il se sentait fatigué. Fabio était capable de sortir fort, puis de gagner des games importantes à ceux. Urtu a gagné la Coupe Memorial. Je commençais à avoir hâte qu'il goal l'année passée parce que je ne comprenais pas pourquoi il ne goalait pas dans les séries avec Saint John. Finalement, c'est lui qui a gagné la Coupe. C'est tout à son honneur parce que
moi, je pense que à 18 ans, c'était vraiment le meilleur goaler dans la ligue. C'est assurément, si ce n'est pas le meilleur, c'est un des 5 meilleurs encore aujourd'hui, comme 20 ans. Je pense que. Moi aussi, je me posais la même question pourquoi il n'y a pas goaler en série. Ouais. J'ai été bien content de le voir à la Coupe. Ouais, une chance qu'ils ont gagné. C'est un beau scénario, ce que vous m'avez conté là. Honnêtement, c'est quasiment digne d'un film, cette histoire-là. Puis ça demande de la résilience aussi de la part de l'organisation. Puis là, si je comprends bien, moi, c'est graduellement, mais sûrement au niveau de ta carrière junior que là, tu vas développer ton côté plus offensif. Comment se passe pas offensif, excusez, c'est ton côté. Oui, ton côté, ben en fait, déjà, tu avais la fierté pour le style défensif et tu augmentes ta production offensive. Comment ta progression s'opère comparativement première, deuxième saison? Ma première saison complète du junior, quand même assez dur à 16 ans. J'ai eu beaucoup d'adaptations, joué au centre. On avait une équipe de beaucoup de bons joueurs. On sous-performait souvent. C'était assez dur pour moi de m'adapter. Puis la confiance venait pas tout le temps. Fait que ça a été assez dur. COVID frappe. Fait que la fin de saison, j'ai décidé juste de m'entraîner. Je m'entraînais dans mon garage, un peu comme tout le monde, mais je m'entraîne. Finalement, saison de 17 ans, j'avais beaucoup plus d'attentes. Mais finalement, de ça à 17 ans, tu es juste 3-4 mois plus vieux. Tu n'as pas un an et demi de prix. Là. Ouais. Fait que non, j'avais des attentes un petit peu plus élevées. Puis quand tu as des attentes envers toi-même, souvent, c'est jamais. C'est mieux d'avoir des objectifs que des attentes. Puis tu vois, deuxième saison, on a décidé d'avoir une équipe. Victo a décidé on avait une équipe pour la Coupe. Donc j'ai moins joué pas mal. J'étais quand même centre de la troisième ligne, quatrième ligne des séries de la Coupe du Président. Fait que ça a été plus dur offensivement pour moi ces 2 années-là. Puis l'année passée, en ayant un club de reconstruction, c'est là que je me suis plus trouvé. Là, ouais. Ouais, ben on voit une sérieuse amélioration. Là. Tu passes quand même de 7 points en 26 matchs à 60 points en 65 matchs, dont 29 buts en plus de ça. Fait qu'il y a quelque chose en quelque part au niveau de ta confiance qui a changé, ça c'est sûr. Oui, exactement, la confiance. Puis l'année passée, on dirait que tout est tombé en place. J'ai tombé à l'aile. Puis avant Noël, avec l'arrivée de Tommy Cormier puis Connor Frenette, qui était un capitaine avant les fêtes, on formé un trio qui pour vrai, ça allait vraiment bien, ça roulait pour nous autres. Les 3, on travaillait ensemble. Fait que ça a vraiment aidé. Puis après les fêtes, j'ai capable de continuer sur ce rythme-là. Puis là, ben, j'ai pas le choix de te poser la question. C'est la saison 2021-22 que tu vas être nommé capitaine de l'organisation des Tigres de Victoriaville. C'est un titre qui est, oui, honorifique, mais qui vient avec des responsabilités aussi. Comment tu prends cette nomination-là, premier coup, puis par la suite, les responsabilités? Premier coup, vraiment content. Même pas impressionné, mais excité un peu. C'est quand même 18 ans, c'est quand même dur de devenir capitaine. Mais je dois dire que j'étais vraiment bien épaulé par l'équipe d'entraîneurs, mais aussi par mes coéquipiers. Pierre Leroy, un leader exceptionnel. Nathan Darvaux dans le filet, leader exceptionnel aussi. Puis, oui, j'ai été vraiment comme sous le choc. Puis, c'est pas quelque chose que je m'attendais nécessairement. Mais avec les responsabilités qui viennent avec, c'est sûr qu'il fallait que je sois vraiment là pour mes coéquipiers. Puis surtout, l'année passée, on avait une équipe jeune, genre vraiment jeune. Donc, 18 ans, moi, j'étais genre d'un 4-5 plus vieux de l'équipe. Là. Wow! Ouais, c'est ça. Il y avait 3 joueurs de 20 ans, puis je sais même pas si on avait on avait 1 ou 2 joueurs de 19 ans. Là, fait que. Non, exactement. C'est vraiment des plus vieux de l'équipe à 18 ans. OK. Fait que, c'est sûr que les responsabilités venaient avec, mais je pense que c'était plus d'être là pour mes coéquipiers, puis des fois, juste de me rendre compte que mon attitude, peu importe si c'est positive ou négative, elle affecte l'équipe, même si je le veux pas. Fait que c'était de faire attention puis d'essayer de rester le plus neutre possible. Ouais. Puis sinon, on parle quand même d'un petit gars de la place qui est nommé capitaine. Là. Je pense que pour les fans de Victoriaville, c'est quelque chose qui est le fun aussi. Là. Ouais, ben j'imagine. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le fun parce que
les jeunes me connaissent dans la communauté un petit peu. J'essaie de faire des pratiques avec des novices, des peewees, des atomes. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est vraiment plaisant. Puis j'apprécie vraiment ça de pouvoir être capitaine dans ma communauté. Et je pense que j'essaie de redonner le plus possible aussi. Maxime, l'an dernier, ça a un peu mal fini. Malgré quand même une bonne fin de saison, vous avez raté les séries. Comment tu as trouvé la fin de saison de l'équipe? Je trouve qu'on s'est vraiment battu jusqu'à la fin. On était effectif vraiment réduit dans le sens que notre premier centre, après les fêtes, on a échangé Vincent Sévigny, Connor Frenette, puis Nicolas Ortubis. Donc après les fêtes, notre premier match après les fêtes, notre premier centre s'est blessé, Tommy Cormier. Puis s'est blessé pour le reste de la saison. Mm-hmm. Ensuite, 2 semaines plus tard, port de voyage de Martine, puis notre deuxième centre, le Deck, a attrapé une mononucléose. Fait qu'on était vraiment à terre. On avait des remplaçants à tous les matchs presque. Fait que le fait qu'on soit resté dans la course aux séries, jusqu'à la fin, on s'est battu, on y croyait. Puis ça s'est joué sur un nombre de victoires en temps réglementaire. Ça a vraiment fini en queue de poisson, mais je pense qu'on a quand même appris puis vécu c'était quoi de ne pas faire les séries puis une telle déception. Ça peut nous motiver à ne pas vouloir revivre ça. Ça fait, je pense que dans le hockey junior au Québec, il y a 2 équipes sur 18 malheureusement qui manquent les séries. Puis dans ce cas-là, vous aviez autant de points que Bécomo. C'était vraiment juste une question de... Ça s'est joué la dernière fin de semaine au dernier match. On suivait ça de l'extérieur, puis on trouvait ça dommage de votre côté, mais d'un côté, c'était un peu plus normal pour vous, compte tenu du line-up que vous aviez suite à la victoire, que pour Bécomo, si Bécomo avait raté les séries. Là, ça aurait été un peu plus drastique de leur côté. Oui, exact. Nous autres, c'était quand même une année d'après-coupe. C'était pas vraiment une raison non plus pour sous-performer ou pas faire les séries. Comme tu l'as dit, on s'est battu vraiment jusqu'à la fin. Ça s'est joué en deuxième période. Je me rappelle, on jouait contre Rwanda, on menait, puis on a su que c'était comme un score de fou, Bécamo, qu'on a fait bon, mais regarde, c'est fini pour nous autres, mais on va y aller, puis on va avoir du fun par respect pour nos 20 ans, par respect pour la foule. C'était quand même quelque chose, mais c'est pas quelque chose que je m'attends à revivre dans mon stage junior. Puis je pense qu'on a vraiment vécu de l'adversité l'année passée, autant les jeunes que les plus vieux, même si moi j'étais dans les plus vieux, que ça peut juste nous aider pour cette année. Oui, puis une chose que je trouve vraiment intéressante là, dans ton parcours, c'est le fait que tu me parlais comme quoi, quand vous avez gagné la Coupe du Président, l'autre équipe n'avait aucune défaite en série, mais finalement, vous avez quand même réussi à passer. Donc, tu sais, vous avez connu comme 2 éléments, c'est-à-dire d'être les underdogs qui gagnent, et là, vous avez vécu les moments difficiles, mais vous avez probablement le caractère pour relever de ça. Oui, exactement. Puis, c'est juste à nous de prouver ça, qu'on a le caractère de ça. Présentement, on est bien parti. Je pense qu'on est quand même la surprise de l'année au sein de la GMQ. Tu sais, on va en parler. On est quand même présentement dans les tops au classement général. Là, fait que, on a quelque chose à être fiers. Mais on est seulement au mois de novembre. Il y a le tiers de la saison de jouer. Fait qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer. Il faut juste continuer à faire les affaires qui nous ont menés là. Mais là, Maxime, avant qu'on parle de la saison actuelle, là, je veux que tu nous racontes ton été. Tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale, mais tu as eu une invitation pour participer au camp d'entraînement des Blues de Saint-Louis. C'était comment tout ça? Pour moi, c'était incroyable. Je savais que je n'allais pas être repêché. Je n'ai pas parlé à beaucoup d'équipes NHL l'année passée. Commencé l'été, puis j'ai avec l'idée de garde, je m'amuse, je m'entraîne cet été, puis je vais être prêt pour l'année prochaine avec les Tigres. Je m'étais dit, une saison de 60 points, c'est bon, mais là, faut le répéter et voir l'améliorer. Fait que je suis parti avec ce point de vue-là. Je me suis entraîné tout l'été. Puis, voir la fin de l'été, mi-août, un petit peu avant, début août, j'ai reçu un appel de mon agent. J'étais à mon chalet. Fait que là, j'avais reçu un appel de mon agent qui me dit que
j'ai été invité par les Blues de Saint-Louis à leur camp des recrues. Fait que là, c'était juste incroyable. J'étais avec mon père, mon grand-père, puis mes frères. Fait que c'était vraiment malade. Là. Tout le monde était vraiment content pour moi, puis moi, j'étais vraiment content. J'étais plus excité que quand j'ai été repêché par les Tigres. Puis après ça, le camp des Tigres a commencé, donc j'ai fait le camp des Tigres, puis je suis parti à Saint-Louis le 13 septembre. Puis là-bas, c'était juste vraiment, vraiment de l'expérience que je pouvais soak it in, assimiler vraiment, tu sais, comme je remplissais mon bagage, puis c'était tout ça en fond. J'essayais juste de tout de prendre le plus d'expérience possible. Ça donne le goût de se rendre rendre là. bien traités. Ouais, on a vraiment été bien traités par l'organisation des Blues, des vols privés, puis un hôtel sur le bord de la mer. C'était vraiment fou. C'est là que tu vois que c'est un autre monde. C'était un autre monde, mais non, on a vraiment été bien traités. Puis moi, j'avais une connaissance, Zach Bolduc qui était là aussi. Donc, je tombais pas dans le néant. Là, Zach, je pouvais me tenir avec. C'est un de mes bons amis. OK. Puis comment vraiment le camp des recrues, comment ça s'est passé pour toi avec les Blues? Pour moi, ça a quand même bien été, je pense. Parce que j'ai pas eu beaucoup de nouvelles des Blues. Ils m'ont dit qu'ils allaient me regarder cette année et qu'ils allaient suivre mon développement. Mais j'ai joué 2 games sur 3. C'est juste la première que j'ai pas joué, en fait. OK. Fait que quand je suis arrivé là-bas, elle m'était invité en août. D'après moi, j'étais vraiment comme invité dernière minute. Même si j'ai été invité pareil, mais tu sais, probablement qu'il y a un gars qui avait cancellé ou whatever. Mais ouais, fait que j'ai pas joué la première, puis après ça, j'ai joué la deuxième, que ça a quand même bien été. Puis la troisième, j'ai joué, puis j'ai eu beaucoup de temps de glace quand même, fait que j'imagine que c'est bon signe. Fait que, ouais. Je pense que oui, dans le fond, c'est qu'il voulait te voir. Là, la manière qu'on voit les choses, c'est que l'organisation avait comme un point d'interrogation. Il était curieux de savoir t'étais qui. Là, ils t'ont vu un premier match. Ils voulaient vraiment te voir. Donc, probablement qu'ils vont vraiment te suivre cette année. J'assume, en tout cas. Ouais, j'espère bien. Puis c'est ça, j'espère bien. Puis moi, il faut juste que je continue à faire mes affaires à Victo. Puis c'est ça, pas mal ça. Y a-tu quelqu'un qui t'a marqué pendant le camp des recrues? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un joueur ou peu importe? C'est plus le fait que pas de joueur à partir qui m'a marqué, mais c'est plus le fait que comme j'ai fait un camp des recrues avec une vingtaine de gars à Saint-Louis. Puis tu sais, Saint-Louis ont eu un début comme un bon début parce qu'ils ont eu une série de défaites. Là. Puis là, il y avait plein de joueurs rappelés. Puis j'étais comme crime, c'est tous des joueurs avec qui j'ai joué au camp des recrues. Fait que tu sais, ça, je trouvais ça vraiment quand même impressionnant. Là. Ouais. Fait que tu sais, ouais. Pas de joueurs marquants, mais ça m'a quand même marqué. Ouais, puis l'hôtel sur le bord de la mer était pas pire aussi. Ouais, vraiment. All right. Puis comment est-ce que là, tu as fait le camp d'entraînement chez les Blues de Saint-Louis, là, tu reviens à Victoriaville. On se prépare comment là, pour la saison qu'on joue en ce moment? Début de saison, pour moi, c'était vraiment de ne pas arriver avec une mentalité de je suis allé au camp des Blues, ça va être facile, puis tout ça. Le plus important pour moi, c'était de ramener l'expérience que j'avais acquis à Saint-Louis, parce qu'un camp des recrues dans le national, ça joue vraiment plus vite que junior major. Ça doit. Fait que, tu sais, moi, c'était d'amener cette vitesse d'exécution-là dans mon jeu pour le début de la saison. Puis, ça a bien parti pour moi. Puis, je pense que depuis les dernières games de mois de novembre, même si je ramasse pas nécessairement des points, là, je travaille vraiment plus fort, puis que je joue plus avec une rapidité d'exécution. Là. Je pense que... Vas-y, je pense que c'est un excellent début de saison. Si tu arrives à te maintenir autour du 10e rang des pointeurs, du 10e rang des buteurs aussi, là, votre avantage numérique est assez impressionnant. Puis ta ligne au complet, là, en ce moment, tu joues avec Tommy Cormier, qui est tout petit comme centre. Là. C'est assez frappant. Puis Thomas Bellegarde, qui vient tout juste d'arriver comme 20 ans. C'est quoi la chimie sur votre ligne? Mais nous autres, on est 3 gars qui s'entendent très bien en dehors de la glace.
Puis je pense qu'on se complète bien dans le sens que Tommy Cormier a un sens du hockey incroyable, capable de faire des jeux avec quelque chose que des fois tu te dis qu'est-ce qu'il fait, puis pouf, il sort un jeu avec ça. Je pense aussi que Thomas Bellegarde fait beaucoup de petits détails sur notre ligne qui nous aident, moi et Tommy. Puis moi, quand j'ai la rondelle, j'essaie de faire un jeu avec, je shot au net. Puis les trois, on se complètent bien vraiment. Puis on s'entend vraiment bien hors glace. Fait que je pense qu'il ne peut pas vraiment avoir une meilleure recette là, pour avoir du fun puis bien jouer ensemble. Puis là, tu parles de ces deux gars-là. Il y a plein de noms qui me popent en tête, mais moi, mon joueur préféré des Tigres, c'est Pierre-Olivier Roy. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? J'ai été étonné de voir qu'il n'y a eu aucune invitation pour des camps Ligue nationale. C'est un gars qui, déjà à son année de 16 ans, on avait l'impression qu'il jouait comme un vétéran. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur P.O.? D'abord, moi aussi, j'étais vraiment frustré qu'il n'y ait pas d'invitation. S'il y a bien un joueur des Tigres qui joue à un niveau NHL, c'est bien P.O. Roy. Dans ses détails, dans sa constance. Puis P.O., je peux juste vous dire que c'est un être humain incroyable. Il est vraiment, vraiment, vraiment fin. C'est un compétiteur inné. Puis il est le fun à côtoyer tous les jours. Il n'y a pas de cachette que je pense que autant lui pour être capitaine que moi. Puis je pense qu'on travaille vraiment main dans la main là-dedans. Puis il y a un leadership incroyable présentement. Puis sans dire qu'il traîne la brigade défensive pour nous autres, mais il joue vraiment des grosses minutes, autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique, qu'à 5 contre 5. Puis une chose est sûre, c'est que quand PO et le puck dans notre zone, on sait qu'elle va sortir. OK. C'est un très beau statement sur ton coéquipier. Est-ce qu'il est assistant? Oui, il est assistant depuis l'année passée. Il est assistant à 17 ans. Ouais. Il fait partie du corps de leadership, fait que je comprends un peu plus. J'aimerais ça, Guillaume, si tu peux nous faire un petit topo, parce que là, on commence la saison, puis les Tigres, c'est pas nécessairement l'équipe qu'on voit dans le top. Les choses se passent relativement bien. Surprenant début de saison? Moi, honnêtement, là, dans mes power rankings, je mettais les Tigres un peu en bas du milieu. Je me disais, s'ils dépassent le milieu, je ne serais pas tant étonné, mais les voir dans le top 5, top 3 de la Ligue, je pense que beaucoup d'experts sont étonnés. Les avantages numériques, désavantages numériques, les unités de puissance marchent à merveille cette année. 2e en avantage numérique, 3e en désavantage numérique. Qu'est-ce qui fait le secret des unités spéciales en ce moment? Présentement, je pense que c'est tout le monde a un rôle, tout le monde y croit aussi. Autant en désavantage numérique, les joueurs bloquent beaucoup de lancers. Ils n'ont pas peur de se mettre la face devant un shot. Puis Nathan Darbo fait des arrêts exceptionnels, là, on s'entend. La face. Nathan Darbo fait vraiment des... Darbo a volé plusieurs matchs depuis le début de la saison. Oui, exactement. On a la chance d'avoir un des... En fait, moi, je suis convaincu que c'est le meilleur joueur dans la Ligue, mais débat à avoir, peu importe. Fait qu'on a la chance d'avoir Nathan Darbo, puis on a notre coach Éric Lavigne qui nous prépare très bien. Puis je pense que les gars ont buy-in beaucoup ce qui nous est vendu dans la vidéo puis par notre coach. Puis en avantage numérique, on est 5 joueurs de talent qui aiment ça jouer ensemble. Puis je pense qu'on exécute bien. Quand on exécute rapidement puis on exécute bien, ça marche là, pour nous autres. Là, tu as parlé de Nathan Darbo que tu considères comme possiblement le meilleur goaler de la Ligue. Vous avez un phénomène qui fait parler partout des Tigres, Gabriel Daigle, qui vient tout juste d'avoir 16 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gabriel? Gabriel, c'est vraiment quelqu'un qui est apprécié puis qui est très posé dans la chambre. Sur la glace, c'est un compétiteur inné. Je dois dire qu'il n'aime pas vraiment ça quand on perd à des jeux avec lui à la fin de la pratique. En fait, quand il perd, je devrais dire, puis quand on le score. Mais vraiment, il a un talent exceptionnel puis un potentiel énorme. C'est quelqu'un qui est le fun à côtoyer aussi. Puis, Gabriel Daigle, il faut juste être patient, puis il faut juste qu'il ait du plaisir à jouer au hockey, puis tout va arriver en place. On a hâte de voir où le potentiel peut se rendre parce que
à l'âge qu'il a, ce qu'il arrive à faire, puis avec le gabarit qu'il a, je pense que toutes les portes sont ouvertes pour lui. Ouais, ben, moi aussi, je pense. Puis il y a l'éthique de travail, puis il y a la mentalité pour se rendre loin dans le hockey. Là, est-ce que vous le taquinez un peu avec sa page YouTube? Non, on l'a taquiné, mais là, c'est derrière lui. Là, depuis quand il nous bat dans les pratiques, on n'a plus vraiment le droit de le taquiner. Là, c'est juste quand on le score. OK, je comprends. On peut juste me situer, c'est quoi la page YouTube de Gabriel? Je la connais pas. Gabriel Daigle a une page YouTube de quand il était jeune où il montre des vidéos de drill de gardien de but. Ah, OK. Qui date de ces années, je ne sais pas si c'est Bantam ou quelque chose comme ça. Là, Ouais, OK. il était jeune, là, mais ouais, on peut voir les déplacements puis tout. C'est quelqu'un qui est très technique aussi, puis il est extrêmement puissant pour sa grosseur. C'est ça qui fait tout son potentiel, puis il a un énorme talent naturel aussi. Puis si je ne me trompe pas, il y a quel âge? Il y a 15-16 ans, genre? Il vient d'avoir 16 ans cette semaine. Seigneur Dieu, OK. Mais 16 ans et 6 pieds 4, t'es déjà autour de 200 livres. Il y a une stature plus qu'imposante à son âge, disons. Exact. Mais il en reste pas moins que je trouve ça quand même impressionnant de voir que un gars de cet âge-là, il confronte quand même des gars de 20 ans là, quand il joue. Il ne joue pas juste contre des gars de son âge, fait que ça demande une grosse maturité. Mais en même temps, je pense que de ton côté, Maxime, tu as été nommé relativement jeune comme capitaine. Fait que pour lui, tu peux être un espèce d'exemple. En tout cas, je pense que tu peux inspirer. Ouais, je pense bien. Puis tu sais, j'ai une bonne relation avec. Puis tu sais, faut modérer nos attentes. Puis envers lui, là, tu sais, nos goalers sont chanceux dans le sens qu'il a la chance de compter sur Nathan Darvaux. Ça veut dire qu'il ne goalera pas 48 games cette année. Fait que, tu sais, sans le brûler trop vite. Puis, au contraire, Nathan Darvaux, il a la chance de compter sur Gabriel Daigle. Fait que quand il est brûlé, quand il est fatigué, il y a un très, très bon goaler qui peut prendre la relève. Fait que, tu sais, on est vraiment chanceux d'avoir un tandem de gardiens comme ça. Puis je pense aussi qu'avec Sébastien Charpentier, nous autres, il est assistant coach à des attaquants, puis coach des goalers. Puis je pense qu'il fait vraiment. Il fait une bonne job de mélanger tout ça. Puis pour moi, Gab, c'est juste de bien l'intégrer avec nous autres, parce qu'à 15 ans, avec des gars de 19 ans, c'est pas tout le temps facile. Non, assurément. Puis, Maxime, j'ai une question d'un abonné, un partisan des Tigres, qui a des billets de saison pour les Tigres, je ne sais pas combien d'années, mais vraiment un fan. Là. Première rangée, sur le bord de la bande. Dernièrement, vous avez battu les Remparts. Est-ce que tu crois aux chances des Tigres de causer une surprise et de faire un bout de chemin en série? Assurément, si j'y croyais pas, je pense qu'on aurait un problème. En effet. Mais non, vraiment, je pense vraiment que cette année, on a une chance de causer des surprises. On va être je pense qu'on va être une équipe très dure à affronter. C'est sûr que notre objectif, c'est pas juste de faire les séries, c'est de faire plus qu'une ronde en série. Fait que, puis de toute façon, rendu en série, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. Fait que, un coup qu'ils sont faits, autant du mauvais bord que du bon bord, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais un coup qu'on va faire les séries, je pense qu'on va pouvoir se reprendre et on va être une équipe dure à affronter. Vous l'avez prouvé dans les dernières années, je pense que. Si je peux me permettre une dernière question, au moment où le podcast sort, vous êtes dans le début d'un 4 matchs en 5 jours dans les Maritimes, beaucoup de routes dans ces voyages-là. Ça se passe comment l'ambiance d'un gros voyage comme ça? Ben, c'est sûr qu'il faut. C'est un voyage quand même assez dur parce qu'on dort de nuit dans l'autobus. Fait que on fait un voyagement de nuit. Fait que là, on est comme fatigué, puis on va arriver à Cap-Breton. On va pratiquer. Après ça, on va pratiquer. On se couche. Le lendemain, on joue. Fait qu'on a le morning skate, on joue. Puis le lendemain de la game, on va descendre à Charlottetown. Pour nous, c'est vraiment, par exemple, c'est le fun parce que là, on est en équipe. C'est comme 20 gars ensemble. C'est pas toujours intelligent. On a vraiment du fun ensemble. Non, mais tu sais, on a du fun, on se niaise. On a un peu de temps à l'école à travers de ça. Puis pour nous, c'est comme pas des vacances, mais tu sais. C'est du bon team building. On joue au hockey, on est en chum. Fait que pour nous autres, c'est vraiment le fun. Même si c'est éreintant.
Sauf que si on est capable de gagner quelques matchs, c'est vraiment un voyage qui est plaisant. Je vous le souhaite. Je pense qu'il y a des équipes qui sont prenables dans ce voyage-là. On va suivre votre voyage, Max. Ouais, c'est bon. Ben, ils sont prenables, mais il ne faut pas les prendre à légère. Non, ça, c'est un fait. Ouais, tout à fait. Moi, je suis beaucoup l'Armada. L'Armada vient de revenir d'un voyage similaire avec 3 défaites en 3 matchs. Tout à fait. Tout peut arriver dans les Maritimes. Ils ont des bons joueurs qui sont capables de connaître des bons matchs sur des séquences. Exact. C'est des équipes physiques, souvent, ça ouais, va. Ouais. Ben écoute, je pense que du moment où, en tout cas, où on va publier le show, vous avez un bon début de saison. Vous avez réussi à battre la meilleure équipe de la Ligue, ou du moins celle qui était numéro 1. Donc, je pense que vous êtes sur une bonne vibe pour votre saison. Tout ce qu'on peut faire, c'est souhaiter la meilleure des chances, la santé pour l'ensemble des joueurs, bien entendu. Puis un grand merci d'avoir accepté notre invitation, Maxime. C'était très plaisant de te parler. Ben, merci à vous autres. Puis je vous souhaite une bonne saison de hockey aussi. Merci à vous autres aussi. On va continuer de vous écouter. Ah, c'est fin! Merci! Bonne soirée, là, bye-bye. Salut, bonne soirée. Aïe, il est sympathique! Écoute, on voyait la maturité dans ses paroles. On voyait vraiment le leadership transparaître à chacune de ses réponses. J'ai vraiment été impressionné. C'est tellement, là, il y a 2 belles histoires que je retiens là-dedans. Il y a des billets de saison des Tigres de Victoriaville, il devient capitaine. Puis l'histoire de la Coupe du Président, il était négligé, il perdait 0-3. Écoute, c'est wow, c'est féerique, là. En termes d'expérience, merveilleux. Écoute, je pense que tout ça, créer le personnage, forge le caractère. Puis moi, je lui souhaite la meilleure des chances pour la fin de sa carrière junior. Puis probablement un bout de chemin dans les rangs professionnels. Puis, est-ce que c'est possible que Victoriaville, c'est l'équipe de ta copine? Non. Ma copine, c'est Drummondville. C'est les plus grands rivaux des Tigres. Caroline de Lena, qu'est-ce que je me All right, ben écoute, je te dis un très, très grand merci pour ce podcast-là. C'est toujours apprécié de pouvoir jaser avec toi. Puis écoute, tu as appris à connaître un peu plus un joueur qui est un joueur d'impact dans la Ligue en ce moment. Fait que ça, je pense que c'est une belle expérience aussi. Merci beaucoup, Guillaume. Je te souhaite une belle fin de soirée, mon cher. On s'en reparle prochainement. Merci à toi. Bye bye. Alors, pour vous à la maison, je tiens tout simplement à vous rappeler que cet épisode-là va être disponible en rediffusion sur Spotify en fin de semaine. Spotify au nom de À la Coupe, bien entendu. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes parce qu'on est, entre autres, sur TikTok, on est présent sur YouTube, on est présent sur Facebook et on est présent sur Spotify. Je vous invite également à regarder à tous les mardis midi l'actualité hockey ainsi que LNH, le show La Notif des sportifs animé par Loric Salvaille et son équipe de collaborateurs. C'est à tous les mardis midi. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci d'avoir regardé l'épisode et on se revoit très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous.